Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour 2026. Voici les titres que nous développerons ce vendredi 2 janvier. Plusieurs sites ont été identifiés pour les 840 lycéens qui ne pourront réintégrer le bâtiment de l'ancien collège Charles III actuellement en travaux. Nous vous les présenterons. C'est le moment de faire des bonnes affaires. Dans un instant, nous vous présenterons également les meilleurs bons plans des soldes d'hiver qui ont débuté ce matin. Jour 2 du Dry January, avez-vous pris part au défi du mois sans alcool? Juste après vos témoignages, nous recevrons le docteur Jean-François Goldbroch qui nous livrera les meilleurs conseils pour le mener à bien. Et à la veille de la réception de l'Olympique lyonnais, nous accueillerons en plateau Jérôme Roten, ancien joueur de l'AS Monaco FC. Où les lycéens de l'Annonciade reprendront-ils les cours prochainement? Suite à l'annonce de l'impossibilité de réintégrer le bâtiment de l'ancien collège Charles III en raison de travaux sur le talus adjacent, la rentrée s'effectuera en distanciel lundi pour que les cours reprennent en présentiel dans les meilleurs délais. Plusieurs sites ont été identifiés, dont les anciens locaux de l'ISM. Les détails dans ce reportage de Frédéric Elion et Thomas Deus. Où et quand les lycéens de l'Annonciade effectueront-ils leur rentrée scolaire? Ce vendredi matin, une délégation composée notamment du ministre d'État, Christophe Mirmand, accompagné du ministre de l'Intérieur, Lionel Beffre, et du directeur de la DENJS, Jean-Philippe Vinci, a repéré différents sites en cours d'aménagement et opérationnels d'ici 2 à 3 semaines maximum, qui accueilleront les élèves du lycée qui sont actuellement à l'Annonciade. Comme vous le savez, le bâtiment de l'ancien collège Charles III va faire l'objet de travaux importants et ces travaux rendaient incompatible la poursuite de la scolarité sur place. Et nous sommes venus repérer différents sites qui très rapidement pourront accueillir les élèves. La rentrée se fera d'abord en distanciel, puis très rapidement pourra être organisée dans ces bâtiments. Les bâtiments de l'ISM qui pourront être utilisés pour permettre d'y installer environ 18 classes et puis des bâtiments modulaires qui seront installés ici courant janvier et qui pourront être fonctionnels avant la fin du mois pour permettre d'accueillir l'essentiel des élèves à proximité immédiate du collège Charles III. Les anciens locaux de l'ISM situés sur le quai Antoine Ier accueilleront aussi toute la partie périscolaire avec les conseillers d'orientation, assistantes sociales et psychologues. La rentrée des lycéens de l'Annonciade s'effectuera, elle, en distanciel le 5 janvier. La continuité pédagogique sera assurée. On peut dire aux parents qu'ils soient rassurés, les cours auront bien lieu. Donc pour les raisons que tout le monde comprend, les 2 premières semaines se feront en distanciel, sauf les cours de PS et quelques cours. Il est important que les élèves sortent aussi, puissent se déployer un peu. Et le plus tôt possible, en fonction évidemment de la disponibilité des travaux qui avancent très très vite grâce au service de l'État, on va essayer d'arriver à un présentiel maximum. Des bâtiments provisoires permettront d'accueillir 22 salles de classe sur l'îlot Pasteur. La restauration scolaire se fera, elle, au collège Charles III ainsi qu'au lycée Régnier III. Nous vous le disions hier, le prince Albert II a exprimé sa vive émotion suite à l'incendie survenu dans la nuit du Nouvel An dans la station de Crans-Montana en Suisse. Ce soir, le bilan fait état d'une 40aine de morts et d'une 100aine de blessés. Nous avons souhaité demander au chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco son analyse suite à ce drame et si l'issue dramatique était inéluctable. Il est au micro de Frédéric Elion et Arnaud Humbert. La philosophie est assez simple puisque en fait, on fait en sorte d'éviter qu'un feu ne démarre. Donc en interdisant les flammes nues, mais également en vérifiant les installations techniques, puisque au bar Constellation, c'est des flammes nues a priori, l'enquête le dira, mais en tous les cas, le 5-7, qui avait été un drame en France dans les années 70, c'était une installation technique qui avait été défaillante. Donc là, l'idée, c'est d'éviter qu'un début d'incendie ne démarre, et après d'éviter les propagations. Donc là, on va regarder tout ce qui est les matériaux qui sont utilisés. Pour éviter des évolutions importantes puisque la cinétique du feu est exponentielle et l'adage un verre d'eau dans les quelques premières secondes, un seau d'eau dans les 10 secondes et puis un canadair dès les quelques minutes, c'est vrai et ça s'est vérifié encore malheureusement sur cet événement-là. Donc l'idée c'est que le feu ne se propage pas et surtout
parce que derrière, il va falloir également faciliter l'évacuation des personnes. Donc pour faciliter l'évacuation des personnes, il y a le nombre de sorties de secours, la largeur, mais il y a également les conditions d'évacuation. Et quand on contrôle les matériaux qui sont installés, c'est pour éviter ce pouvoir d'inflammabilité, mais aussi le pouvoir fumigène et de toxicité. Et enfin, le dernier item de la prévention des risques d'incendie et de panique, c'est de faciliter l'accès des secours dans tous les bâtiments recevant du public. C'est une histoire qui finit bien. Le chien Yuki, qui avait été volé à la fête foraine de Cannes samedi, a été retrouvé sain et sauf mardi soir grâce à un élan de solidarité et à la réactivité de la police monégasque notamment. Le propriétaire était aujourd'hui à la sûreté publique pour remercier les agents. Le récit d'Alban Gingembre sur les images de Tomadeus. Une histoire qui finit bien. Après plusieurs jours de recherche, Yuki a retrouvé son maître. C'est samedi soir que la chienne disparaît à la fête foraine de Cannes. Avec l'aide des forains et de la police, la famille de Yuki mène l'enquête grâce à la vidéosurveillance. Et c'est là qu'on a vu le vol en direct de Yuki. Ils étaient en fait quatre, trois frères et sœurs et leur mère, et jusqu'à une voiture immatriculée à Monaco. Je comprends pas, quoi. Pour moi, c'est insensé. La famille porte plainte et remue ciel et terre pour retrouver Yuki. L'affaire prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que la police remonte à un véhicule immatriculé à Monaco. Et nos investigations nous ont permis de trouver un domicile en France, ce qui nous a permis donc de travailler de concert et avec le parquet de Grasse, le parquet monégasque bien évidemment, mais également avec les enquêteurs cannois qui étaient à l'origine de la saisine. Et par la suite de donner cette information aux collègues français qui ont pu aller sur place et récupérer Yuki saine et sauve. La voleuse encourt aujourd'hui une peine de 5 ans de prison, une affaire qui pose aussi la question de la place des animaux dans le code pénal. Malheureusement, c'est traité comme un bien meuble, donc comme si c'était un objet, un téléphone portable ou un téléviseur, mais effectivement, on a une sensibilité beaucoup plus particulière de par la nature de l'objet, si vous me permettez l'expression. Aujourd'hui, Yuki va bien grâce à l'élan de solidarité de la part des forces de l'ordre, des forains, de l'association WAF et des réseaux sociaux autour de cette affaire. Des rabais jusqu'à moins 70%. Ça y est, les soldes d'hiver ont commencé en principauté. Le moment de faire de bonnes affaires. Alban Gingembre et Tomadeus nous emmènent rue Grimaldi. Moins 40, moins 50 et jusqu'à moins 70%. Les vitrines affichent leurs soldes d'hiver pendant un mois. Si certains clients se réservent un budget pour cette période, d'autres fonctionnent au coup de cœur. J'ai pas envie de l'acheter au prix fort, donc j'attends les soldes. Si ça me plaît, je prends. Si ça me plaît pas, je prends pas. Et j'ai pas réellement besoin, donc je viens, mais comme ça, pour voir. Et si j'ai un coup de cœur, je prends. Pour attirer la clientèle, les boutiques proposent des promotions séduisantes. Les vendeurs le savent, c'est une période cruciale pour leur chiffre d'affaires. À moins 70, les personnes sont intéressées par leurs propres produits ou par les produits qui sont donc de fin de Noël. C'est le moment où les clientes se font vachement plaisir, donc c'est vraiment une belle période pour nous. Début de solde en douceur pour cette première journée de promotion après les fêtes. Pour rappel, Monaco lance cette période avec quelques jours d'avance par rapport à la France. Les boutiques devraient se remplir dans les jours qui viennent. En effet, en France, les soldes démarrent mercredi, le 7 janvier. Qui dit nouvelle année, dit bonne résolution. Vous vous êtes peut-être fixé l'objectif de diminuer votre consommation d'alcool. Pour vous aider, le Dry January, le défi de janvier en français, consiste à ne pas boire pendant un mois. De nombreux bénéfices s'observent sur la santé, mais vous êtes encore rare à vous challenger. Le quoi? Pas trop. Non. J'aime du vin, c'est pour ça. Alors c'est difficile. Mais demain, je vais arrêter le sucre. Alors plus de chocolat, gâteaux, des choses comme ça pendant un mois. On est en France et l'alcool, c'est vrai que ça fait partie des traditions. Ah, mais de toute façon, je ne bois jamais. Pourquoi pas, oui. Mais je ne suis pas quelqu'un qui boit énormément, c'est occasionnel, donc je ne me sens pas vraiment concernée. Des propos recueillis par Alban Gingembre et Tomadeus. Et les bénéfices de ce mois sans alcool sont scientifiquement prouvés. Amélioration du sommeil, perte de poids, baisse de la tension artérielle. Le docteur Jean-François Goldbroch nous énumère toutes les bonnes raisons de se lancer. Il est interviewé par Christophe Paco. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en ce début d'année, bien sûr. D'abord, tous nos meilleurs vœux avec
De surcroît, une campagne qui démarre, qui nous intéresse tous, cette campagne Dry January, qu'on peut appeler en français tout simplement le défi de janvier. C'est ça, la version française, c'est le défi de janvier, donc il commence dès le 1er janvier, après les fêtes. Et c'est bien de le faire maintenant parce que c'est vrai que c'est une période où on vient de passer et Noël et Nouvel An et qu'à un moment, il faut qu'on repose son foie au minimum. Exactement. Après, souvent des mauvaises habitudes là durant l'année passée et puis les excès des fêtes, c'est important de faire une pause en janvier pour s'interroger sur sa consommation et puis pour remettre un petit peu la santé à l'ordre du jour. Oui, il faut remettre le mécanisme en route, finalement, c'est retrouver quoi? Retrouver un bien-être physique, mental, c'est mieux dormir aussi après les excès? Absolument. C'est plus d'énergie, un meilleur sommeil et aussi des effets au niveau psychologique. Et enfin, dernier point, des économies. Oui, aussi. On s'aperçoit quand même que les chiffres sont là, parce que ça fait quoi, 7-8 ans que ça existe, cette campagne. S'arrêter, c'est bien, mais on se dit toujours qu'on peut reprendre facilement après. Mais ça marche pour le tabac, comme pour l'alcool, visiblement, le Dry January. Absolument. Alors, c'est surtout important d'essayer. Hein. Le défi de janvier, c'est essayer de faire cette pause. Et puis surtout de mettre des habitudes, d'avoir des meilleures habitudes, d'avoir un meilleur équilibre. Et ce qui fait qu'après, ça va perdurer et que le bien-être va durer. Après, en février-mars, la consommation aussi va changer. Moins d'excès, moins de consommation. Donc, ce mois de janvier, on s'interroge sur notre rapport à l'alcool et surtout, si on arrive à tenir le mois de janvier, en tout cas c'est ça le défi, c'est là, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire. En tout cas, ça dure après et c'est important. Un nouvel équilibre, une meilleure santé, ça veut dire prendre soin de soi et aussi des autres. Repenser en clair sa façon de consommer de l'alcool, qu'il soit, j'allais dire, un peu élitiste, un peu bourgeois, comme malheureusement ceux qui ont trop l'habitude de boire ce verre en plus, ce verre qu'on n'arrive pas à refuser lors d'un apéritif par exemple. Ça c'est compliqué souvent hein, de refuser un verre, les propositions, donc pas seulement hein, ce qui s'est passé pendant les fêtes, mais également au quotidien. On a beaucoup de propositions, encore un verre, donc de pouvoir résister à ça et puis de savoir qu'il y a des verres qui sont tout à fait inutiles et qu'on peut les remplacer par d'autres boissons non alcoolisées. C'est pour ça que cette pause en janvier par rapport à l'alcool, il ne faut pas que ce soit une frustration ou une privation, c'est aussi faire un effort d'imagination pour d'autres boissons, peut-être plus agréables, non alcoolisées. Donc des propositions de chacun pour changer en tout cas cette habitude par rapport à l'alcool et en tout cas le lendemain d'un repas sans alcool ou une soirée sans alcool, on est plus en forme le lendemain. On le sait parce que les producteurs font des efforts hein, quelque part, on a des idées, on est comme dans le côté sucre en moins ou gras en moins ou sel en moins dans d'autres produits. Dans l'alcool maintenant, on a pris presque l'habitude de boire des bières sans alcool, du vin sans alcool, je sais pas moi même des produits festifs comme un cocktail sans alcool, un Virgin Mojito pour pas le citer. Absolument, je crois qu'il faut faire confiance hein, aux barmen, aux restaurateurs, en tout cas pour avoir des propositions et de l'imagination et aussi des accords menus et boissons non alcoolisées qui peuvent être bien des fois plus intéressantes même. Le plus dur peut-être en ce début d'année, c'est pas de se priver parce qu'on a bien profité pour beaucoup entre Noël et Nouvel An. On vient de sortir de ces fêtes. Le plus dur, c'est d'aller dans la continuité, de tenir un mois et peut-être plus dans son changement, bien sûr, de philosophie. Il y a un encouragement possible, il y a un suivi par mail ou par texto. Oui, alors c'est bien de ne pas le faire tout seul, de le faire avec des amis. Et puis il y a une application, hein, MyDéfi, avec un coaching, des conseils, de faire le point au quotidien. Également sur les réseaux sociaux, donc vraiment d'avoir ce soutien, c'est important et puis c'est intéressant. On rappelle que l'alcool, hein, c'est la deuxième cause de mortalité, notamment chez nos voisins en France. Voilà, mais là, on a le sentiment que depuis un certain temps, on a de la réussite quand même. On a réussi à motiver des gens, au moins pour la moitié d'entre eux qui ont débuté cette privation. Oui, vraiment, les gens sont de plus en plus motivés et puis les gens sont vraiment reconnaissent après ce défi en janvier, vraiment toutes les améliorations qu'il y a eu hein, sur le bien-être. On peut le rappeler hein, que l'alcool, hein, c'est la deuxième cause de mortalité par produit, c'est beaucoup
d'effets sur le cerveau, sur le corps, et puis aussi, faut faire attention sur la route. Il y a aussi les violences. Donc, vraiment, de diminuer cette consommation, d'avoir une consommation à moindre risque ou parfois une abstinence si c'est nécessaire. Ce mois de janvier, en tout cas, va nous permettre de nous interroger sur nos limites, sur nos contrôles et sur le bien-être qui sera acquis. C'est encourageant, en tout cas, de commencer déjà maintenant, d'essayer de tenir le plus possible, de voir sa consommation, de voir son état, vous l'avez dit, physique et mental, évoluer dans le bon sens. Merci d'avoir été avec nous, docteur, et encore meilleurs vœux pour cette grande année 2026. Merci, meilleurs vœux et bon défi de janvier. Ouvrons une page sport à présent avec du football. L'AS Monaco FC entame l'année par une grosse affiche et la réception de l'Olympique Lyonnais demain à 17h. Un match comptant pour la 17e journée de Ligue 1. Les Monégasques 9e au classement ont l'occasion de se rapprocher de l'OL actuellement 5e. Écoutez le coach Sébastien Pocognoli et le défenseur Jordan Tézé. Le classement, on ne peut pas se voiler la face. Il faut vite revenir aux positions où on a envie d'aller. Maintenant, oui, le meilleur moyen, c'est de faire match après match et de tout simplement continuer à mettre les choses positives qu'on a vues lors des derniers matchs et d'être consistant dans les résultats et dans les performances, ce qui a été un peu notre défaut le mois passé, j'ai envie de dire. On sait qu'à Lyon, ils sont de bonne qualité et on ne doit pas donner l'occasion directement, on doit être dans le match parce qu'on sait que Lyon, ils sont beaucoup de qualité. Ainsi, on n'est pas directement avec la tête dans le match, il va marquer directement. Donc ça, c'est important. Et on doit gagner le match. On ne peut pas se permettre qu'on va perdre le match, soit jouer un match nul. Maintenant, c'est juste chaque match doit prendre 3 points. Que peut-on attendre de la suite du championnat de France? Nous allons demander à un expert qui a porté le maillot de la SMFC et est allé avec les Rouges et Blancs jusqu'en finale de la Ligue des Champions dans les années 2000. Jérôme Roten, de passage à Monaco, nous fait le plaisir d'être sur notre plateau aux côtés de Christophe Paco. Avec ce soir, Jérôme Roten. Bonsoir à vous et bonne année, Jérôme. Meilleurs vœux. Vous avez vu, je me suis enflammé. Meilleurs vœux à vous, meilleurs vœux, Christophe. Un plaisir d'être là avec toi. Roten sans flamme, c'est le titre de l'émission de Jérôme. Aujourd'hui, c'est une voix d'RMC. Et avant, c'était un pied gauche notamment. Il y avait le pied droit, mais le pied gauche, c'est quelque chose, non? C'était autre chose. Autre chose. Maintenant, il y a la langue. Qui manie pas mal. Jérôme, quand je pense pas de gauche, je pense Monaco, bien sûr. C'est peut-être une des... Je sais pas, est-ce que c'est un des plus beaux moments de votre carrière? Oui, sans aucun doute. Monaco reste le plus haut niveau qu'on a pu toucher ensemble. Quand on fait finale de Ligue des Champions, forcément, c'est compliqué de faire mieux derrière, dans n'importe quel autre club. Alors, tant mieux, hein, il y en a qui nous ont vengés, je pense à Ludo Giuly ou à Patrice Evra, qui ont réussi à la gagner après la Ligue des Champions, avec Barcelone ou Manchester United pour Pat. Mais c'est vrai que être à ce niveau-là, d'avoir fait cette année-là, et ces années-là, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une, mais celle-là, elle marque, c'est la plus belle... je pense très honnêtement, parce que c'est notre période et ma période que on peut dire que c'est la plus belle ligne de l'AS Monaco. Ouais. Si je débute par Monaco, c'est parce que là, c'est la reprise du championnat contre Lyon. Et puis surtout, au mois de janvier, on va se régaler parce qu'on a la Juventus, mais on a surtout un déplacement au Real. Et de mémoire, le Monaco-Real que j'ai vécu ici au Stade Louis II, ça reste un moment d'anthologie face à Zidane. Ça ne nous rajeunit pas. Hein. Non, si. Non. Ça fait du bien. Mais non, oui, ce match-là était incroyable. Match retour, l'ambiance, tous les niveaux. Et puis même nous sur le terrain, alors qu'on avait quelques joueurs absents en plus. Donc il a fallu que Didier Deschamps manage bien tout ça et un plan tactique bien précis. Mais après... les joueurs, on s'est pris en main et on a fait un match incroyable. Sortir les Galactiques cette année-là, après avoir perdu 4-2 à l'aller, il fallait retourner le Real. Et franchement, on gagne 3-1, on s'est fait peur. Je me souviens
de mémoire, même s'il y a plus de 20 ans maintenant en fin de match, mais on aurait pu gagner ce match-là 4, 5-1, 6-1. Donc c'est fantastique ce qu'on avait pu réaliser ce soir-là. Avec votre expérience, parce qu'on est début 2026, est-ce que Monaco va nous séduire? Est-ce que Monaco va réussir à mettre au moins 3 points ou 2 matchs nuls sur les 2 matchs qui restent, quoi? La Juve de Pogba, par exemple. J'espère. Je ne dis pas que le plus dur a été fait, mais il fallait battre Galatasaray, c'était important, même si la première mi-temps de ce match avait été compliquée. Il gagne avec de la réussite, mais il en faut dans le football. On se souvient de certaines occasions de Galatasaray qu'ils n'ont pas transformées, et tant pis pour eux. À 9 points aujourd'hui, peut-être que ça suffira. Vaudrait mieux viser 10, voire plus. Bien sûr. Et c'est vrai que sur les 2 matchs, on se dit que s'il y a des points à prendre, c'est la réception de la Juve. Il va y avoir ce déplacement au Real. On sait très bien qu'au Real, ça reste très compliqué. Même avec une grande équipe, vous pouvez perdre au Real Madrid. On peut parier sur la Juve. Oui, parce que la Juve a peut-être fait le plus dur en gagnant ces 2 derniers matchs de Ligue des Champions, si ma mémoire est bonne. Pareil, ils sont à 9 points, mais la Juve va recevoir Benfica avant de venir au stade Louis II. Et si la Juve, logique, fait tourner le compteur et gagne ce match contre Benfica, on sera plus tranquille. Je pense qu'ils ne viendront pas en claquettes, mais ils viendront avec peut-être les dents moins aiguisées. Voilà, donc Monaco à l'écart. Moi, j'y crois, hein, vraiment. Monaco, moi, pour parler plus de l'AS Monaco me rassure sur les gros matchs. Parce qu'on sent qu'il y a une concentration, une motivation qui est particulière. Et on l'a vécu sur ces gros matchs-là. Et dans le contexte monégasque, c'est important de rester très concentré, motivé quand il y a des grosses équipes qui viennent au stade Louis II. Et on l'a vu dernièrement, victoire contre Galatasaray, il fallait tourner. Victoire contre le Paris Saint-Germain en championnat. Donc, l'an dernier. Ces matchs-là sont des matchs repères pour Monaco. Et moi, quand je vois le niveau de ces 2 matchs-là, je me dis que j'ai bon espoir pour que Monaco soit qualifié en 16e de finale de Ligue des Champions. Se révèle avec Pogba qui joue même 10 minutes à la fin. J'espère, mais lui, l'ancien de la Juve. En tout cas, moi j'espère que Paul va un peu plus jouer. C'est sûr qu'on attend qu'il joue. Surtout que là, il y a Zakaria qui va être suspendu. Il y a le petit Camara qui est parti à la Coupe d'Afrique. Donc, dans le milieu de terrain, il y a des manques quand même. Donc, et on a vu l'apport de ces joueurs-là sur les gros matchs. Ils sont quand même importants, hein, Zakaria et Camara. Pour terminer sur Monaco, vous les sentez capables, Jérôme Rotten, de remonter un petit peu au classement, faire une petite remontada pour être encore en Ligue des Champions l'an prochain? Ils n'ont pas le choix. Il y a l'image du club. Là, ça dépasse la saison. Du moins, l'image du club, elle est entachée. Aujourd'hui, la première partie de saison est inadmissible. Il faut être très clair. Être 9e au classement après quasiment la fin des matchs allés. Alors, pas encore totalement, c'est pas possible. De perdre 7 fois en championnat, c'est pas possible. Donc ça, il faut que les joueurs en prennent conscience, que les dirigeants aussi en prennent conscience. Et je pense que l'ensemble doit se réveiller et s'interdire de perdre de nouveau autant de matchs. On sent qu'il y a une mentalité qui a un peu changé quand même. Il faut. On l'a vu au Auxerre en Coupe de France. Hein. Ouais. Il faut. Moi, j'aime bien l'approche du nouvel entraîneur. Belge, que j'ai eu longuement au téléphone aussi, donc c'est pour ça que je suis bien placé pour en parler. Je sais que sur certains anciens, alors je ne dis pas qu'on a la science infuse, mais je sais qu'il a échangé, il a voulu se renseigner un peu sur le contexte, le relâchement des joueurs par moment, et je pense que c'est important d'avoir le ressenti des anciens, et des anciens qui ont marqué l'histoire du club. Et moi j'ai bien aimé cette approche-là, en tout cas, j'ai eu un bel échange avec lui, donc moi je lui souhaite vraiment que du bien pour cette année 2026, et je trouve que déjà il a apporté quelque chose. 4 questions très rapides. Du tac au tac, ça vous va pour conclure? Oui, allez, go. La CAN, c'est le Maroc à la maison? La CAN, en fait, moi, je m'éclate à regarder cette CAN parce que les infrastructures, elles sont top. Le Maroc a fait forte impression sur le dernier match. Pour se qualifier, donc directement en étant premier. J'ai un petit faible pour l'Algérie aussi, donc ça serait pas mal s'ils ne se croisent pas, une petite finale Maroc-Algérie, ça serait bien. Allez, le PSG que vous connaissez par cœur comme Monaco, en tant qu'équipe, 6 titres l'an dernier, comment faire mieux? Comment faire mieux pourquoi pas faire aussi bien? Déjà mais le PSG est une armada... c'est impressionnant. Même avec des jeunes de talent. Hein. Oui. Il
Il y a eu en plus beaucoup de blessures sur la première partie de saison, mais en termes de résultats, ils ont quand même bien géré, surtout la Ligue des Champions. Le championnat, ça reste par moments un petit peu indécis et le niveau a vraiment baissé par rapport à l'année dernière, mais je pense que sur la deuxième partie de saison, ils vont être intransigeants, donc poussés avec la Ligue des Champions. Ça va être difficile de dépasser le Paris Saint-Germain encore cette année, mais après la Coupe de France, ils ne sont pas obligés de la gagner tous les ans. Ouais, On sait que sur un match, il peut tout se passer. Très bien. Puel à Nice ? Ouais, surprenant, mais après, je pense qu'il fallait réveiller, j'étais sûr qu'il fallait réveiller le vestiaire, avoir un autre discours. Franquès, ça passait plus depuis un bon bout de temps, on l'a vu dans les résultats, mais même dans sa communication. Après, est-ce que Claude, il a les mêmes codes qu'il y a 4 ans Le foot, il évolue aussi, les générations, elles évoluent. Il va falloir qu'il... il s'est bien reposé. Donc peut-être qu'il aura un peu un petit plus pour déjà mieux finir l'année. Et la dernière question, bien sûr, elle concerne Didier Deschamps. L'équipe de France, bien sûr. Ouais. On est favori. Championne du monde. On la gagne, cette Coupe du Monde ? Et on le souhaite, c'est tous les 4 ans, donc il faut en profiter. On a bien été servi sur les 2 dernières éditions, du moins la Coupe du Monde. En Russie, on l'a gagné. Au Qatar, j'étais présent, moi, non-stop, du début jusqu'à la fin. J'ai assisté à la finale au stade, le France-Argentine, donc forcément... Les 3 buts d'Mbappé, quand même. C'était incroyable, ouais. Non, mais Mbappé, c'était incroyable. S'il est au même niveau aux États-Unis, au Mexique et au Canada, pourquoi pas, mais... L'objectif de la France, quand vous êtes une grande nation du football, c'est forcément de la gagner. Merci Jérôme. Jérôme Rotten, et encore une fois, belle et grande année. Meilleurs vœux à vous. Encore quelques jours pour profiter des vacances scolaires, tortues, dauphins, mérous, et si vous alliez à la rencontre des animaux fascinants au musée océanographique. L'exposition Méditerranée 2050 propose un programme enrichi autour de la Grande Bleue. Christine Petit-Homel et Arnaud Imbert. Sur plus de 1000 mètres carrés, les visiteurs voyagent du passé vers un futur idéal porté par une scénographie immersive. Point d'orgue du parcours, une plongée dans une Méditerranée régénérée à bord d'un submersible futuriste. Tortues, orcales, mérous ou encore dauphins défilent dans une projection monumentale au cœur du sanctuaire Pélagos. Un succès pour le musée puisque l'exposition Méditerranée 2050 vient de franchir le cap symbolique du demi-million de visiteurs. C'est une grande joie déjà de pouvoir compter sur un demi-million de visiteurs en quelques mois d'exploitation de Méditerranée 2050. C'est dû peut-être à un sujet qui touche les visiteurs, qui sont préoccupés par l'avenir de la Méditerranée et qui ont envie d'agir. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent à l'issue de leur visite de l'exposition, envie de s'engager aux côtés de l'Institut océanographique en faveur des aires marines protégées, en faveur de la biodiversité de Méditerranée. Ils apprécient nos dispositifs immersifs. Le dialogue aussi qu'on fait porter entre ce qu'a fait le prince Albert Ier, ses campagnes océanographiques de la fin du 19e, début du 20e siècle, et ce qu'on comprend aujourd'hui de la Méditerranée, ce qu'on donne à voir de la Méditerranée, et ce qu'on peut proposer comme solution pour la préserver et la conserver pour les générations futures. Parmi les animations inédites proposées pour les vacances, une exploration virtuelle d'une aire marine protégée qui permet de plonger librement sans masque ni tuba jusqu'à 45 mètres de profondeur. Autre nouveauté, le bassin Jean Jaubert et son récif corallien historique à découvrir à l'aquarium, ainsi qu'un dispositif mêlant images d'archives et images contemporaines retraçant un siècle d'histoire océanographique dans la salle de conférence. Un programme donc riche, pensé pour émerveiller aussi bien les enfants que les adultes. Et pour aller plus loin, le musée propose aussi l'occasion de faire un beau geste de Noël, parrainer un poisson, une opération mise en place par l'association des Amis du Musée océanographique de Monaco, qui permet de soutenir la protection des espèces marines tout en offrant un cadeau original. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la possibilité de devenir une sorte d'ambassadeur d'une des espèces emblématiques de l'aquarium du musée. Par exemple, le requin roussette, le poisson clown, la méduse, le ptérapogon qui est un magnifique poisson exotique, l'hippocampe également.
Et en fait, en faisant cela, vous allez contribuer également à faire vivre l'association des Amis du musée et à participer à certaines actions que l'on mène. L'association des Amis du musée, elle sert à faire vivre en fait le musée, la communauté locale, pour tous ceux pour qui le musée fait partie de leur cadre de vie et est cher à leur cœur. L'association leur permet de participer à des colloques, à des expositions, également parfois à des nettoyages de plages, à des temps forts qu'on organise l'été ou l'hiver. Mais plus concrètement, l'association des Amis du musée va financer des opérations comme la restauration du patrimoine, de livres anciens qui appartiennent au musée, du matériel pour les soigneurs de l'aquarium ou encore la possibilité pour des enfants accompagnés par des associations de pouvoir être accueillis ici à Monaco et au musée, de découvrir notre belle principauté et également tout ce qui se passe à l'aquarium. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur le site de l'Association des Amis du Musée Océanographique de Monaco et de choisir l'espèce que l'on souhaite parrainer. À partir de 50 €, cette initiative offre en plus un avantage de taille, un accès illimité au musée océanographique pendant 1 an, valable pour un adulte et un enfant. Avant de refermer ce journal, un coup d'œil sur la programmation de fête qui vous attend ce week-end sur notre antenne. Demain à 21 h, l'émission Backstage présentée par Fabien Bonilla nous emmènera à la découverte du groupe Deluxe, un groupe français d'électropop originaire d'Aix-en-Provence. Et puis dimanche, direction le Théâtre des Muses pour Sacha Guitry, Intime à 21 h, intitulée également Sacha et ses femmes. Cette œuvre est portée par la directrice Antea Sonio. Voilà, c'est la fin de ce 19 h. Merci de l'avoir suivi. Nous le refermons en images. Et oui, la tradition se poursuit en 2026. Stéphane Dana est allé dans les boutiques de la Principauté pour le lancement des soldes d'hiver. Tout de suite, la météo de Frédéric Elion. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à toutes et à tous. Samedi, le week-end débutera avec du soleil, surtout le matin, puis l'après-midi. Le temps deviendra nuageux avec de belles éclaircies. Les températures seront comprises entre 6 et 12 degrés samedi 3 janvier. N'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à toutes les Genevièves. Ce sera aussi l'anniversaire de Thomas Bangalter, l'un des membres du groupe Daft Punk, qui a peut-être animé votre soirée du réveillon. À très bientôt sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.